Il va au-delà de conseiller. On va dire qu'il met les mains dans le cambouis. Je vous donne quelques chiffres pour situer le marché. On a plus de 50% d'augmentation du chiffre d'affaires en 2022. C'est assez record. Cette augmentation s'explique par plein de choses, parce que le management de transition, c'est encore quelque chose d'assez récent en France, qui est en train de se développer. Et cette augmentation vient aussi de la crise sanitaire qu'on a eue. Beaucoup d'entreprises sont rentrées ont connu des difficultés et on fait appel à des managers de transition pour les aider à sortir de ces difficultés et aller de l'avant. Donc, vraiment, le management de transition, après tout ça, a vraiment, l'année dernière, en 2022, ça a explosé. Mais voilà, je pense que ça va se stabiliser cette année, mais il y a eu beaucoup de demandes et beaucoup de besoins en 2022. 20% des entreprises font appel au management de transition. Donc ça, c'est un chiffre important, parce que beaucoup d'entreprises font appel et puis d'autres y viendront. En moyenne, on a parlé tout à l'heure du TJM, donc de la facturation hors taxe par jour. En moyenne, on est à 1 220 €. Et les missions ont une durée moyenne de 6,5 mois. En fait, on dit qu'une mission en management de transition dure entre 3 mois et 1 an. Au-delà d'1 an, on commence un peu à dépasser le management de transition, même sur une solution plus pérenne. Donc la moyenne, on est à 6,5 mois. Et beaucoup de TI font appel au management de transition. Et en 2022, le marché pèse 600 millions d'euros. Les acteurs du marché. Alors, les missions de management de transition, elles vont être par des cabinets de management de transition. C'est vraiment des cabinets qui sont spécialisés et qui vont démarcher leurs clients. Il y a des cabinets aussi de conseil en stratégie qui vont avoir des missions de management de transition. Des cabinets de recrutement. Beaucoup de recruteurs aujourd'hui se rendent compte aussi quand ils vont pour définir un poste avec un client, se rendent compte qu'avant de mettre par exemple un directeur général ou un directeur industriel et de faire un recrutement pour la durée, il faut mettre un manager de transition avant pour mettre des choses en place. Quand le cabinet identifie ça, effectivement, il peut avoir des missions. Le manager de transition n'est pas voué à rester dans une entreprise. Il vient, il remet les choses à plat, au carré, tout parfait. Il prépare les chaussons pour son successeur, et comme ça, la personne derrière qui est recrutée n'a plus qu'à se glisser dans les chaussons et à faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est pour ça que les recruteurs peuvent vraiment identifier des missions de management de transition, parce que faire un recrutement sur une situation qui est pas bonne, c'est très important avant d'appeler un manager de transition. Les professionnels indépendants, donc tous les managers de transition aussi, vont chercher des missions en direct avec leur réseau et vont avoir du coup la mission en direct. Il n'y aura pas un cabinet, une structure intermédiaire. Les principaux acteurs, j'ai mis des pure players, les sociétés d'intérim et chasseurs, parce que aujourd'hui, beaucoup de grands groupes, là par exemple, j'ai le nom de Michael Page. Michael Page est un grand groupe de recrutement, mais voilà, ils ont dédié une branche de leurs activités au management de transition. On a beaucoup qui ont fait pareil. Et des réseaux de managers indépendants. Là, c'est des managers qui se regroupent pour travailler ensemble et aller chercher des missions ensemble. Voilà. Quand on fait du management de transition, il ne faut pas se fermer d'opportunités. Il faut bien évidemment s'adresser aux pure players, aux sociétés d'intérim et chercher des missions par soi-même. Donc voilà, je vous ai mis quelques noms, mais il existe encore bien d'autres structures. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Ou tout le monde est super sage?
Il y a des questions auxquelles on essaie de répondre, et notamment certaines personnes qui voudraient avoir le support. Il y avait quelques questions sur qu'est-ce que veut dire une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Là, il y a une question sur qu'est-ce que sont les pure players. Donc les pure players, ce sont les entreprises spécialisées dans un seul domaine. Bon, sinon, on essaye de répondre au fur et à mesure plutôt par texte. Alors, simplement, je m'excuse de vous interrompre pour les participants. Donc, effectivement, Marine présente et via la barre de conversation, nous avons Alexandre Oui. qui vient d'intervenir et nous avons également Rémi qui sont. Donc, on est dans notre truc Pôle emploi, là, il y a 300 personnes. L'occasion, Alexandre et Rémi, et qui répondent via la barre via le chat, pardon. Voilà. Mais du coup, Alexandre, tu dis 2-3 mots pour te présenter? Oui, enchanté. Donc, je suis Alexandre Yatrides, je suis directeur général de Freedom Portage. Freedom Portage, c'est une entreprise qui a été créée par mon père dans les Dom-Tom, puisque lui vit là-bas. Et depuis 4 ans, j'ai créé la branche métropolitaine. Et c'est le management de transition est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce que justement, mon père a 76 ans bientôt, 75 ans, et que lui, il voit dans la poursuite de sa profession, en tout cas de sa carrière professionnelle, un moyen d'épanouissement et d'enrichissement, et il voulait trouver, pour ceux qui le désirent, le plus de moyens possible pour permettre à des gens qui ont dépassé un certain âge et qui ont des compétences de retrouver une certaine liberté et de ne pas être forcément limité par les voies traditionnelles du CDI, et donc offrir un certain nombre de moyens de pouvoir continuer à exercer, tout en ayant habituellement, puisqu'on en parlera après, des rémunérations qui pourraient être meilleures, et tout en conservant la cotisation chômage et un certain nombre d'avantages qui sont habituellement liés au salariat. Donc Freedom, c'est une entreprise à mission qui a pour mission l'épanouissement des freelances, et notamment des freelances seniors. Parfait. Rémi, est-ce que tu es dans le coin? Je ne te vois pas. Là, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. On vous entend, on vous voit, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Vous n'aurez peut-être pas tous, que j'ai quelques soucis de connexion, donc pas sûr. Moi, je suis Rémi Magne, je suis consultant et formateur en optimisation du travail en équipe, et j'accompagne les entreprises et puis les responsables d'équipe sur tout ce qui va être organisation de leur temps de travail, tout ce qui va être optimisation de la collaboration et de la coopération entre les équipes, voilà, l'amélioration aussi de la communication professionnelle. Je suis également formateur de formateurs à côté. Voilà, et je suis en portage salarial depuis 2018 maintenant. Une solution qui m'a... Alors, je suis indépendant depuis 2002, mais j'ai eu différentes structures, et j'ai décidé d'utiliser le portage salarial en 2018 pour des questions de facilité, puis surtout de la possibilité de déléguer tout ce qui est administratif et juridique, et puis surtout de transformer mon chiffre d'affaires en feuille de salaire. Enfin, voilà, pour moi, le portage salarial, on cumule les avantages, celui de l'indépendance et celui du salariat. Voilà. Merci Rémi. Merci. Alors, est-ce que, Marine, je m'excuse, avant de continuer, donc là, vous avez parlé des principaux acteurs notamment, et il y a une question relative à cet aspect-là. Comment se faire identifier auprès des cabinets? Alors, tout simplement les contacter. Souvent, il y a une possibilité sur leur site internet de postuler pour joindre son CV. En fait, les cabinets constituent au quotidien leur base de données. Donc, ils leur transmettent votre CV avec un petit mot, et eux, et surtout les relancer régulièrement, hein, parce que
Si vous pouvez leur envoyer un message et puis ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas de mission dans votre domaine actuellement, mais c'est bien de se rappeler à leur bon souvenir régulièrement. Donc voilà, il faut juste le contacter, s'identifier et puis aussi choisir des cabinets avec qui vont véhiculer les mêmes valeurs que vous et avec qui vous avez envie de travailler. Merci. Alors, le management de transition, quand on démarre le management de transition, au fil des années, j'ai pu échanger avec plusieurs managers de transition. Il y a deux façons. Manager de transition, il y a soit on est piqué un peu par le virus et on adore ça parce que voilà, il y a des missions où il y a des gros challenges à relever, soit on l'aime pas du tout et dans ce cas-là, on s'oriente plus vers du conseil ou autre. Mais c'est souvent ceux qui démarrent sont adeptes du management de transition. C'est des missions qui sont plus ou moins longues et surtout on dit que l'intermission en général dure le temps de la mission. C'est-à-dire que si vous avez une mission de 4 mois, il y a une intermission de 4 mois parce qu'il y a plusieurs étapes après une mission de management de transition. Il y a une première étape qui va être la période de deuil, le deuil de la mission, savoir qu'on l'a terminée. Et puis ensuite, on repart en recherche d'une nouvelle mission. Donc souvent, on dit que ça prend ce temps-là aussi, puisque du coup, on a parlé de la mission, du profil, mais c'est important aussi de savoir ce qui se passe en intermission. Quel statut pour faire du management de transition? Il y a plusieurs statuts qui existent en France. Il y a un statut qui va correspondre pour chaque activité. Il n'y a pas de bon ou mauvais statut en France, il y a juste un statut qui va correspondre à une activité. Il y a un premier statut qui va être le CDD, qui est directement chez le client, quand le client vous prend directement en CDD. Ça arrive en management de transition. C'est assez rare, puisque dès qu'on part dans du salariat, on part sur un lien de subordination. Il faut savoir que le manager de transition, quand il arrive, il faut qu'il ait une liberté totale chez le client. Voilà, c'est assez important. De temps en temps, ils vont faire un CDD d'une journée par semaine pour le mandat social. Mais ça reste, voilà, c'est assez à la marge le CDD. Ensuite, il y a la SASU. Donc là, vous créez votre structure, vous êtes indépendant, vous gérez l'émission de vos factures, l'encaissement, etc. Voilà, là, vous gérez toute la partie administrative. Vous avez le portage salarial et vous êtes indépendant du client tout en ayant le statut du salarié et les avantages que ça implique. Il y a des statuts qui sont par contre incompatibles avec le management de transition, comme l'auto-entreprise. Le plafond de chiffre d'affaires est à 77 700 € et impacté par la TVA à partir de 36 800. C'est des chiffres qui peuvent arriver quand on démarre une mission en management de transition. C'est des chiffres qui peuvent être rapidement atteints sur une année. Impossibilité de passer des frais aussi, souvent il y a des déplacements en management de transition. Alors, le client va prendre en charge un certain nombre de frais, mais il peut y avoir des frais qui ne sont pas pris en charge par le client. Et surtout, c'est un statut qui n'est pas adapté et qui manque de sérieux face à des clients pour le management de transition. Et ensuite, il y a le CDI chez le client aussi qui n'est pas compatible parce que là, il y a une vraie perte de liberté. Vous perdez aussi du poids dans votre discours. Et ça, c'est vraiment très important de garder cette autonomie face au client. Parce que quand vous êtes en CDI, ça devient votre employeur. Donc, on a un lien de subordination et en management de transition, c'est complètement incompatible. Aujourd'hui, le portage salarial est le statut le plus adapté et qui est très plébiscité par les entreprises. Pourquoi c'est plébiscité par les clients? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de risque de requalification en contrat de travail. C'est un statut qui va très bien matcher aussi avec les intermissions. C'est-à-dire, comme je vous disais, il y a des intermissions qui peuvent être assez longue. Il faut savoir qu'en portage salarial, quand vous êtes en intermission, vous pouvez bénéficier du Pôle emploi. Et ça, c'est
extrêmement important pour avoir une sérénité aussi derrière pour la recherche de mission. Oui, c'est possible de bénéficier d'un complément de droit et pour le savoir, il faut, enfin, vous pouvez aller sur votre espace personnel Pôle emploi et faire une estimation avec un outil de simulation pour savoir si vous êtes éligible ou non à ce complément de droit. Donc effectivement, il y a une sécurité. Il y a une sécurité, effectivement, il y a les compléments. Et puis, si vous n'avez plus de droits acquis, en portage salarial, vous recotisez des droits Pôle emploi. Et du coup, l'intérêt, c'est que quand vous êtes en intermission, vous pouvez aussi refaire calculer des droits Pôle emploi. Donc, il y a vraiment énormément d'intérêt à être au Pôle emploi quand on fait du management de transition. Le portage salarial, très rapidement, c'est une relation tripartite. Donc, la société de portage a la responsabilité juridique du contrat de prestation, puisque c'est elle qui établit le contrat de prestation avec le client. Et ensuite, Freedom Portage fait un contrat de travail avec vous et vous avez la relation commerciale avec le client. Contrat de travail, on va plutôt partir en CDI sur du management de transition. Donc derrière, on facture votre client, on s'assure qu'il paye dans les délais et on émet un bulletin de salaire, ce qui vous permet aussi de garder la dynamique de cotisation avec la retraite, de garder, pouvoir continuer à cotiser pour la retraite et Pôle emploi. Et après, tous les autres avantages, mutuelle, sécurité sociale, tout ce qui tous les avantages que vous avez finalement quand vous êtes salarié de manière classique, vous allez les conserver en portage salarial. Et ça vous apporte surtout une sérénité pendant vos missions de management de transition, parce que c'est des missions qui sont c'est plutôt du 100% que du 80%. Donc voilà, très rapidement, pour que vous puissiez bien comprendre le calcul des honoraires, sur une facturation hors taxe de 10 000 €, la société de portage, donc la Freedom Portage, va prendre des frais de gestion. On va arriver sur le disponible consultant, les charges patronales, les salaires bruts, les charges salariales, on va arriver sur un salaire net de 50% à peu près. Et avec la possibilité de passer des frais et de faire de l'optimisation pour optimiser la restitution et également optimiser fiscalement, puisque vous pouvez passer des CESU, PE, PERCO, donc plan épargne entreprise, plan épargne retraite complémentaire, qui permettent vraiment d'optimiser la restitution et on peut arriver jusqu'à un restitué de 64%. Ce qui est à peu près équivalent à une entreprise de manière classique, type CESU ou SARL, puisque là, on vous fournit tout ce qui va avec les responsabilités civiles professionnelles. Vous n'avez pas besoin de prendre, vous n'avez pas besoin de prendre non plus de complémentaire retraite, vous n'avez pas besoin de primes d'assurance diverses aussi. Vous avez tout et vous êtes à la sécurité sociale au régime général. Vous pouvez passer des frais en portage salarial. Donc, il y a les frais de mission que l'on peut refacturer au client, donc les frais que le client prend en charge. Et ensuite, il y a les frais de mission qui sont vos frais de fonctionnement et de développement qui sont liés à votre activité. Donc, vous pouvez passer des frais quand vous achetez un ordinateur portable, vous pouvez le passer en frais. Si la mission est pas très loin de chez vous, que le client ne prend pas en charge les frais kilométriques, vous pouvez passer des indemnités kilométriques. Voilà, tout ce genre de choses qui permettent aussi d'optimiser la restitution. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, Alexandre a répondu à certaines. D'accord. Voilà. Ça fait réagir, il y a beaucoup de questions. Il y a énormément de questions. Je pense moi, j'adore les questions. J'essaye de reprendre un petit pêle-mêle. Est-ce qu'on peut être manager de transition à temps partiel? Est-ce qu'on peut acquérir une méthode et une certification? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs entreprises de portage? Attends, juste parce que je trouve ça très intéressant, la question du management de transition à temps partiel.
Il y a deux écoles aujourd'hui sur le management de transition à temps partiel. Certains vont dire, les plus anciens managers de transition vont dire, ça n'existe pas le management de transition à temps partiel. En général, on est plutôt à 200% qu'à 50%. Maintenant, aujourd'hui, le management de transition à temps partiel peut se développer sur des fonctions type DRH. J'avais un DRH qui faisait du management de transition à temps partiel, mais ça va être très à la marge en fait en fonction des besoins des clients. Un peu, c'est le temps partagé. Le temps partagé se développe aussi énormément. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être très à la marge. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer en management de transition d'ici quelques années. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais il y en a qui démarrent à trouver des clients qui ont des sujets où il n'y a pas besoin d'être à temps plein. Donc, si vous vous lancez en management de transition et que ce cas de figure-là vous arrive et que ça vient naturellement, tant mieux. Mais j'ai envie de dire, vous ne lancez pas en management de transition en disant je vais faire du management de transition à temps partiel. Parce que c'est quand même pas quelque chose de très développé aujourd'hui. Il y avait d'autres questions, Alex, mais du coup, j'ai répondu à celle-ci. Est-ce que ça peut être compatible, je m'excuse Marine, est-ce que ça peut être compatible avec en parallèle une activité de micro-entreprise? En fait, là, la question, ça va plutôt être dans quel but? Pourquoi Sur le papier, ça l'est. Maintenant, c'est vrai que ce sont des missions qui sont assez, difficiles, enfin, qui prennent pas mal de temps. Sur le papier, il n'y a rien d'illégal à conserver. Il n'y a aucun problème à conserver sa micro-entreprise et à être en portage salarial en manager de transition. Maintenant, si on s'est engagé à faire 151 heures auprès de son client dans le cadre du portage salarial, on ne peut pas réellement faire un autre temps plein sur sa micro-entreprise. Voilà, c'est juste ça. Mais on peut continuer à conserver sa micro-entreprise. Est-ce que c'est pas un frein auprès des banques pour obtenir des emprunts, notamment en immobilier? Alors là, c'est plutôt l'inverse, en fait, je dirais. Il y a pas mal de gens qui, justement, sont des indépendants et qui ont des SASU, par exemple, et qui viennent chez nous parce qu'ils ont un projet immobilier. L'avantage du portage salarial, c'est que en fin de mois, vous avez une fiche de paye et que cette fiche de paye, elle peut être produite auprès de la banque pour pouvoir financer un emprunt, qu'il soit immobilier ou autre. Donc au contraire, c'est plutôt quelque chose qui amène habituellement les gens vers le portage salarial. Si on est amené à se déplacer avec une voiture, est-ce qu'on doit prendre une assurance professionnelle? Alors non, si vous devez vous déplacer avec votre voiture, déjà vous pouvez déduire en frais non refacturés les frais kilométriques et l'ensemble des frais qui a trait à la mission. Donc ça vient en moins de votre chiffre d'affaires, mais par contre on vous le rembourse. Imaginons il y a 100 € de frais kilométriques. Du coup il y a 100 € qui disparaîtront de votre base sur laquelle on va calculer votre salaire, mais vous recevrez 100 €, ce qui fait un taux de restitution de 100 sur cette partie-là. Vous ne paierez pas de charge à ce moment-là sur les parties frais. Et déjà pour anticiper une question que j'ai déjà vue, les frais, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a une application mobile où on peut justement enregistrer assez facilement ces frais. On donne habituellement un niveau qui est de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires à partir duquel on commence à grincer un peu des dents. Alors c'est pas nous qui grinçons des dents, c'est plutôt l'URSSAF qui a ça comme un peu un niveau à partir duquel ils vont commencer à regarder. Maintenant, ça nous est arrivé dans le passé d'avoir des intervenants qui avaient des frais notamment de déplacement et d'avion qui étaient très conséquents, et à partir du moment où des frais sont nécessaires à la réalisation d'une mission et qu'ils sont justifiés, eh bien nous prenons en charge ces frais. Enfin, nous prenons en charge. Nous les intégrons et nous les remboursons. Alors, je m'excuse, il y a une question relative un petit peu à Pôle emploi, je vais me permettre d'y répondre. Donc, la signature d'un CDI auprès d'un cabinet de portage n'entraîne-t-il pas la perte des indemnités de chômage lors des intermissions?
La réponse est non. Tant que vous maintenez votre inscription Pôle emploi, vous pouvez prétendre lors des intermissions à un complément. Voilà. Ilham, tu voulais rajouter quelque chose? La réponse est complète. La phrase magique, je crois, c'est quand on s'actualise, c'est à la fin de mettre qu'on cherche toujours du travail. Exactement. Pour maintenir c'est ça. son inscription, il faut prétendre être toujours à la recherche d'un emploi. C'est la condition. Voilà, tout à fait, Marie. Alors j'ai une Et ce qui est question. totalement vrai, parce que quand on est en mission, on sera toujours à la recherche d'une future mission après. Donc on est toujours en recherche perpétuelle. On reste Alors, veille sur la recherche. justement, concernant ces missions, Marine, Alexandre, même Rémi, est-ce que vous avez des conseils à donner aux participants? Comment je dirais, peut-être rester en veille? Comment les rechercher, ces missions? Alors, ce qui est très important quand on cherche des missions, c'est changer de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va chercher un emploi, on va être dans une posture de salariat, on cherche un emploi et on amène un CV. Et quand on est devant un futur employeur, on va parler de nous, de ce qu'on a fait avant et de nos compétences. Quand on cherche une mission, déjà, on ne va plus parler de CV, on va parler d'offres de mission et on ne va pas parler de nous et nos expériences passées quand on est face plus à un employeur, du coup, mais face à un client. On va parler de lui, on va lui poser des questions et on va s'intéresser à lui et voir comment on pourrait l'aider et sur quel point on pourrait l'aider surtout. C'est comment vous allez pouvoir l'aider. Mais pour savoir comment vous allez pouvoir l'aider, il faut lui poser un maximum de questions pour comprendre son mode de fonctionnement. Je vous donne un exemple. Moi, un jour, j'ai un manager de transition qui va chez un client. Ils étaient deux. Il passe 2h30 chez le client et il lui pose plein de questions. Le client explique ce qu'il a mis en place. Il dit c'est super. En plus, ils ont appris des choses. Du coup, il a mis vraiment des choses en place, mais de manière top dans son entreprise. Donc, voilà, ils échangent pendant 2h30. Ça dure. Puis au moment de partir, ils sortent et le manager qui était là, que je connaissais bien, voit les camions. Il dit ah, ils sont super vos camions. Il dit bah oui, justement, le directeur de l'entreprise dit bah justement, je voudrais mettre en place un système pour récupérer de l'eau de pluie des toits pour pouvoir nettoyer les camions. Du coup, ils ont dit bah pas de problème, on va mettre en place le projet, etc. Mais surtout, c'est pour dire, la mission, elle est arrivée, donc ils ont eu la mission, hein, bien sûr, mais la mission, elle est arrivée au bout de 2h30 d'entretien, où finalement, en discutant, ils se sont rendus compte que c'était parfait, l'entreprise n'avait pas besoin d'eux. Et finalement, à la fin, à la toute fin, ils ont une mission. Donc, je dis ils parce qu'ils étaient deux, ils ont eu la mission. Donc, du coup, voilà, c'est cette curiosité et aussi l'écoute qu'ils ont eue vis-à-vis du client qui ont fait que, à un moment donné, à force de discuter, etc., et de tout balayer, ils ont pu avoir la mission. Donc, ce qui est très important, c'est d'écouter son client, mais d'écouter vraiment, d'écoute active et d'être curieux sur un maximum de questions. Et j'ai envie de dire, pas seulement sur votre expertise, en fait. Je vais dire, par exemple, un DSI, finalement, il pourrait s'intéresser uniquement au système d'information de l'entreprise. Mais non, pas que. Il faut vraiment s'ouvrir à tous les corps de métier de l'entreprise. Il y avait une question intéressante un peu plus haut tout à l'heure. Si il y a un client qui a un besoin, d'accord, donc il a une mission, le manager de transition a une mission, et si il n'arrive pas au résultat escompté, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Bon, idéalement, vous allez recruter la personne qu'il faut. Non, mais la question est top. En fait, ça arrive aussi que justement le résultat escompté n'arrive pas dans les temps, etc. Le manager de transition, c'est un super héros, mais il n'est pas magicien non plus. Et puis, alors déjà, ce qui arrive souvent en entreprise, c'est que les managers de transition arrivent et en fait, la tâche est beaucoup plus importante que prévu. C'est aussi pour ça que le surdimensionnement est prévu pour les missions. Il faut vraiment être surdimensionné par rapport à la mission. Ça arrive, malheureusement, souvent, après, c'est un échange avec le chef d'entreprise ou la personne pour voir pourquoi on n'y arrive pas. Et c'est justement aussi le rôle du manager de transition d'identifier
le pourquoi on n'y arrive pas et puis après de mettre des solutions en place. Mais effectivement, il y a des missions qui peuvent être plus longues que d'autres et plus longues que prévues, justement, parce que on arrive et puis il y a plein de choses. Par exemple, pour l'anecdote, j'ai un manager de transition, une fois qu'il démarre une mission, et en fait, il a été embauché par le DAF, hein, voilà, qui l'a fait venir, et en lui expliquant un truc, et puis il mettait des solutions en place, il n'y avait rien qui marchait, puis à un moment donné, il creuse, mais il a creusé, il est sorti justement de son expertise. Et à force de creuser, en fait, il s'est rendu compte que le DAF cliquait dans la caisse. Donc forcément, alors il était malin parce que du coup c'était lui qui l'avait recruté en se disant je vais essayer de faire passer le truc. Mais voilà, le rôle aussi à un moment donné, son rôle ça a été de sortir du truc pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, de mettre le doigt là-dessus et de mettre ce qui ne fonctionnait pas. Donc une fois qu'il a fait ça, voilà, il en a parlé aux dirigeants, voilà, qui a vu le truc et bizarrement quand DAF est parti, ça s'est beaucoup mieux passé. mais voilà, en fait la mission elle ne s'arrête pas forcément du coup à un moment donné à son expertise, ça va être peut-être d'identifier une problématique qu'il va y avoir ailleurs pour apporter la solution. J'avais deux questions qui étaient peut-être plus pratiques et on pourrait peut-être faire intervenir Rémi là-dessus qui est clairement dans l'opérationnel. Pourrez-vous décrire certaines missions pour mieux illustrer? Et deuxième qui est un peu dans la continuité, quelles sont les limites entre le conseil et le management de transition? Et aussi au sujet des modalités de recrutement, entretien et test. Rémi, peut-être, je te donne la parole. Oui, un exemple aussi, et ça va rebondir sur ce que tu disais, Marine, sur le fait que on est obligé d'aller au-delà d'être curieux de tout et d'aller au-delà de notre domaine de compétences. Et on fonctionne aussi souvent comme ça. J'ai un confrère qui est plus spécialisé sur les ERP, qui intervenait au sein d'une structure pour justement la mise en place et remettre ce côté travailler sur l'ERP, ça fonctionnait pas bien et voilà, il apportait une solution, un œil nouveau pour la mise en place de ça. Et au cours de sa mission, il s'est rendu compte que une autre problématique qu'ils avaient au sein de cette structure, c'était la surcharge d'emails, les échanges en intra au sein même des différents services. Les échanges d'emails étaient voilà, quelque chose d'assez compliqué. Il se fait que moi, c'est l'une de mes spécificités, la remédiation aux emails et trouver des solutions plus faciles, plus confortables et pour optimiser le temps de travail et gagner en efficacité. Et du coup, il m'a contacté et j'ai pu intégrer ce client aussi pour apporter mon expertise. Donc lui avait son expertise sur les ERP qui s'arrêtait, il y avait une limite à son domaine de compétences, mais en travaillant ensemble, à plusieurs, à force de se rencontrer, à force d'échanger, etc., ça nous permet justement d'allier ces compétences, plutôt que de se dire on est des concurrents ou j'ai peur que l'un vienne empiéter sur mes plates-bandes. Avec certains, on a un raisonnement totalement différent, où on se dit on mutualise nos compétences. Ça, c'est une chose. Et puis, j'ai un autre exemple d'un autre confrère qui, lui, travaillait sur la mise en place de chaînes de production dans une usine pharmaceutique. Et au total, il a ramené 4 autres confrères et consoeurs pour venir travailler à ses côtés, parce que au-delà du côté purement technique et d'apporter son côté management pour déployer la mise en route de cette nouvelle usine, il y avait des besoins au niveau de la comptabilité, il y avait des besoins divers et variés, et comme ça il a fait venir certains membres de son réseau, évidemment les plus proches, ceux qui connaissaient, et comme ça ensemble ils ont pu travailler au déploiement de cette usine et à la réussite de la chose, quoi.
Ah, juste coupe Rémi parce que je trouve ça, c'est un truc dont je n'ai pas parlé et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Il ne faut pas oublier quand vous êtes indépendant, c'est qu'il faut travailler en réseau. Alors le réseau, il vous permet plein de choses, il vous permet de trouver des missions, d'avoir du soutien aussi. Et c'est vrai que pour ça, notamment chez Freedom Portage, vous avez déjà un réseau d'indépendants. On peut aussi vous mettre en relation, mais surtout ça permet de trouver des missions et aussi un soutien au quotidien. Même des fois des amis. Et voilà, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et surtout, aussi des missions, de l'échange, des synergies. Quand on rencontre une difficulté, de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et ça change beaucoup de choses dans la vie d'un indépendant. Il y avait une question qui était intéressante aussi, Marine, sur un peu plus haut, sur une personne qui demandait quelles étaient les limites. Alors, je pense qu'il y a des limites, les différences entre le conseil, donc le consultant, et le manager de transition. Alors, le manager de transition, c'est vraiment des postes précis de direction. On est vraiment sur des postes de direction, on va être sur les postes de codir, COMEX, codir, et ça va être vraiment quelqu'un d'opérationnel. Le consultant, il peut être opérationnel, mais souvent, il est plutôt dans du conseil, de stratégie, de la mise en place, et on n'est pas sur des postes de direction, on est plutôt sur des postes intermédiaires. Ça peut être de la direction, des postes de direction qui vont faire du conseil. Mais le management de transition, c'est vraiment quelqu'un qui est sur de l'opérationnel, des postes de direction, codir, COMEX. Et je vais vous remettre les contextes aussi qu'il y avait au tout début de la présentation. Voilà, on est vraiment sur des contextes très précis. Quand on, par exemple, de la gestion de projet de manière plus classique, on va être sur du conseil. Et là, on va vraiment être tout ce qui est restructuration, gestion de crise, fusion-acquisition, la transformation digitale, ou aussi le remplacement d'un dirigeant d'un homme clé. Le remplacement d'un homme clé, c'est vraiment en plus, alors c'est là où aussi le surdimensionnement prend tout son sens, c'est une absence soudaine, temporaire, décès, départ. Voilà, c'est vraiment, là, c'est de la direction, je trouve pas mon mot, mais bon, ça va venir. Oui, vas-y. Non, je voulais compléter ce que tu disais. En tous les cas, le regard que moi j'en ai, je trouve qu'il y a une des grosses différences aussi pour se projeter, pour imager, c'est que le consultant, il reste externe à la structure, il reste externe à la société, c'est-à-dire qu'il apporte son regard externe et il n'a pas de lien hiérarchique finalement avec la société. Le manager de transition intègre beaucoup les équipes et se retrouve sur un relationnel, alors pas salarié. Juste, je te coupe, Rémi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on t'entend très très mal. Il y a des. Ouais. Rémi, oui, on vous entend très très mal. Mais du coup, je vais peut-être en coupant la caméra. Ouais, coupe ta caméra. Du coup, je vais redire ce qu'il a dit parce que je vois ce qu'il veut dire. Oui, pour un consultant, il est dans le conseil et du coup, il reste extérieur à l'entreprise. Il est vraiment un manager de transition. Du coup, il rentre vraiment dans l'entreprise. Il est au quotidien dans l'entreprise. Il échange avec les salariés, etc. Finalement, le consultant, il va échanger avec une ou deux personnes, mais il va rester vraiment extérieur à l'entreprise. Rémi ? Non, bon. Il est toujours voilà. En bloqué. On a une question qui est assez intéressante. Est-ce qu'il existe des formations pour être du coup manager de transition ? Alors, oui, il existe des formations pour être manager de transition. C'est très bien. C'est très bien. Je ne sais pas de... Ok. Je sais pas. Donc, il existe des missions pour être manager de transition. Il en existe plusieurs. J'ai plutôt un bon retour sur ces formations. Après, il ne faut pas oublier
les formations, elles vont vous apporter une posture. Elles ne vous apporteront pas l'expérience. Donc vraiment, quand on devient manager de transition, c'est votre expérience qui prime en fait. Après, il y a des formations qui sont bien, il y en a plusieurs. Hein. Je crois que la plus connue, c'est celle de l'IFMT, pour moi, elle a l'air très bien. Hein. J'ai eu de très bons retours dessus. Mais il ne faut pas oublier, c'est votre expérience. Elles vous apporteront uniquement, ces formations-là, une posture. Est-ce que ces formations sont certifiantes? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois Oui, pas. si on est plutôt sur la posture. Ouais, je ne pense pas qu'elle soit certifiante. En tout cas, c'est très bien de faire une formation sur le management de transition. C'est pas une fin en soi. On peut faire voilà, il y a des managers qui d'ailleurs, ça fait pas très longtemps qu'il existe des formations sur le management de transition. Hein. On va être clair, c'est quand même très récent. Après, il y en a des. Alors, le manager de transition va avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Souvent. D'ailleurs, il y a un article sur le blog de Freedom Portage, si vous voulez, sur le syndrome de l'imposteur du manager de transition. Ça peut arriver fréquemment. Si c'est quelque chose aussi de faire une formation qui peut vous rassurer et vous faire prendre conscience de votre expertise et de la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à une entreprise, il faut impérativement la faire, en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est qu'est-ce que cette formation va vous apporter. Elle vous donnera pas votre expérience. Votre expérience, vous l'avez eue, vous l'avez acquis. Alors, on a eu beaucoup de personnes qui ont, à juste titre, fait des remarques qui disaient qu'ils n'avaient pas forcément toutes les compétences ou que c'était plutôt des hauts niveaux qui étaient recherchés et parce qu'elles étaient, elles, plutôt dans l'opérationnel, etc. Et donc, que ça pouvait ne pas correspondre. Est-ce que alors, c'est vous qui recevez on va dire, les offres. Donc, vous pouvez, vous arrivez à donner un regard et à conseiller ces personnes-là. Donc, je pense qu'aux participants, il ne faut pas se restreindre à dire que finalement, potentiellement, vous ne répondrez pas à ce type de mission, puisque potentiellement, ça peut être le cas. Oui, tout à fait. Et ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur, justement. Alors après, si vous posez des questions, si votre profil correspond au management de transition, moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a mon adresse mail là qui doit être affichée sur l'écran. Je vous invite à m'envoyer votre CV. Et puis, vous pouvez également prendre rendez-vous dans mon agenda. Mon agenda, il est dans si vous m'envoyez votre CV, comme ça, je vous renvoie un lien vers mon agenda pour que vous puissiez prendre un rendez-vous. Et comme ça, on échangera ensemble sur ce qui est le plus adapté à votre profil. Est-ce que c'est le management de transition? Est-ce que c'est le conseil? Voilà, on voit ensemble s'il est pertinent de prétendre à des missions de management de transition ou s'il faut mieux directement prétendre à des missions de conseil. Il y a des missions de conseil qui sont hyper intéressantes. Et qu'en est-il des startups? Est-ce que ont-ils des demandes en management de transition? Alors, je vais peut-être répondre là-dessus. Les startups, ce qu'on a observé sur les dernières années, c'est quelque chose qui devrait évoluer. Le concept même d'une startup, c'est une entreprise qui aurait levé des fonds de façon assez importante pour avoir une task force rapide et une croissance rapide. Habituellement, c'est des entreprises qui vont perdre de l'argent dans les premières années de leur existence parce que leur objectif, c'est de croître le plus rapidement. Et donc, ils ont une tendance d'aller embaucher à tour de bras et pas réellement être face à des problématiques qui sont celles du management de transition. Donc, pour le moment, c'est assez rare. Ils font appel à des prestataires externes. Après, qu'on les appelle pas managers de transition, on peut les appeler un peu comme on veut. Mais en tout cas, oui, les startups peuvent être à un moment donné pourvoyeurs de missions et de missions de consultants dans certains cas. On va dire que c'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier, ça va plutôt être des entreprises de taille moyenne qui font face soit au départ à la retraite de certaines personnes, soit des départs tout court, ou qui s'aperçoivent que leur croissance les a amenés
à devoir à faire face à de nouveaux défis et qui ne sont pas câblés en interne pour y faire face et qui à ce moment-là font appel à des managers de transition. Merci. Merci. Alors, on est 3 minutes à la fin du webinaire et puis on a eu beaucoup de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, mais comme vous avez vu sur le partage, Marine laisse ses coordonnées, donc n'hésitez pas à les solliciter pour avoir un peu plus de précision si besoin, et puis potentiellement aussi transmettre votre candidature, ou plutôt votre offre, puisque effectivement, je pense que pour ce type de mission, il faut se positionner en tant qu'offreur de compétences. Du coup, c'est vrai qu'on parle souvent aujourd'hui, vous êtes demandeur d'emploi, mais ce n'est pas forcément le meilleur terme. Vous êtes avant tout offreur de compétences. Oui. Voilà, Moi, Marine, j'avais une oui. petite, je suis désolée, j'avais une petite question, Marine, une Oui. dernière. Voilà, personne envoie son CV. J'imagine que Freedom, vous allez recontacter cette personne, mais peut-être que vous allez l'accompagner. Et si oui, de quelle manière en fait? Alors, oui, on peut accompagner, effectivement, on va accompagner, c'est-à-dire qu'on va conseiller déjà la personne de manière personnalisée en fonction de sa situation personnelle et professionnelle, puisqu'à un moment donné, les deux rentrent en compte. Et ensuite, on propose aussi régulièrement, on a des ateliers comme optimiser son profil LinkedIn, mais aussi se lancer. Donc, on va faire des ateliers aussi, qui sont avec un petit groupe de personnes. L'idée aussi de ces ateliers, ça va être de faire du réseau, d'échanger avec d'autres personnes qui démarrent, et puis après aussi d'échanger avec des consultants comme Rémi qui ont plus d'expérience en tant qu'indépendant. Mais effectivement, on va proposer des ateliers, on va accompagner. On peut aussi accompagner dans les premières négociations avec des clients, etc. On donne des petits des conseils et puis on voit comment. Voilà. Mais là, après, on est plus sur quelque chose de personnalisé. Ok, bien, merci beaucoup. Ilham, tu voulais rajouter quelque chose? Eh bien, écoute, on va peut-être laisser Marine et Alexandre dire un petit mot de conclusion afin que nous, on conclue également. Oui, tout à fait. Non, mais merci à tous d'être là. Et la richesse aussi de vos questions. J'ai essayé avec Rémi d'y répondre le plus rapidement possible. C'est vrai que le portage salarial aujourd'hui reste méconnu. On voit de plus en plus de gens qui s'y épanouissent et qui peuvent comme ça soit relancer leur carrière, soit augmenter assez sensiblement leur rémunération et puis aussi atteindre une certaine liberté d'esprit par rapport au monde normal du travail. Donc on est ravis de pouvoir y mettre notre petite contribution. Et en tout cas, merci encore à Claudine et Ilham pour l'organisation de ce webinaire. Merci en tout cas à tous. Alors moi, je n'ai pas vu vos questions, mais j'aurais bien aimé. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, Ouais. Marine. Vraiment. Super. Ouais. Merci à tous. Et puis, c'est avec grand plaisir que j'échangerai en tout cas avec vous sur votre situation et vos projets à venir. Merci. Un petit mot, Rémi? Je pense que Rémi a toujours un petit problème de connexion. Je pense qu'il partage ses mots. Oui, il a bougé. Bon, il est figé. Bon, mais Rémi était ravi d'être avec nous cet après-midi, je le sais. pense qu'il était Je vois son sourire. Voilà. En tous les cas, nous, on tient à fortement vous remercier aujourd'hui d'avoir été présents. Et on remercie aussi tous les participants et tous les intervenants qui ont été présents sur ces 3 jours. On espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. On reviendra vers vous dans les jours à venir avec un questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à compléter. Ça nous permet nous aussi de nous améliorer, de vous proposer des nouvelles choses. Voilà, on reste en contact avec les offreurs de compétences si besoin en tant que conseiller. Et puis, n'hésitez pas à solliciter tous les intervenants qui étaient présents durant ces 3 jours. Je te laisse le mot de la fin, Claudine. Écoute, Ilham, tu as tout dit. Voilà, donc une nouvelle fois, encore merci à tous et à toutes
pour ces 3 jours. Voilà, pour la richesse de vos interventions, que ce soit nos partenaires, mais également via la barre de conversation des participants. Voilà, nous, on a pris beaucoup de plaisir à animer tout au long de ces 3 jours. On espère aussi que de votre côté, vous avez pu apprendre des choses. Voilà. Et puis, comme dit Ilham, donc on va revenir vers vous très prochainement pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé et nous permettre de progresser pour d'éventuels autres événements à venir. Voilà. Merci. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne dit pas à bientôt. On espère que vous allez retrouver quelque chose et que vous n'aurez plus Exactement. besoin de nous. Voilà. Au Exactement. revoir tout le monde. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.